tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Bernard Clairfailly. Bonjour. Bonjour. Bourgmestre de Schaerbeek. Alors, question sur le survol. Est-ce que votre commune va se joindre à la région qui va attaquer en référé l'État fédéral pour qu'il mette en application des décisions qui datent du mois de juillet dernier? Schaerbeek a fait beaucoup d'actions déjà contre le gouvernement fédéral qui ne respectait pas la quiétude des citoyens et les décisions qu'il devait prendre. Et donc on a déjà attaqué avec la région bruxelloise, donc on le fera certainement encore une fois si Mme Frémaux nous envoie son document. Par le passé, il faisait les conférences de presse avec les bourgmestres pour montrer qu'on est tous ensemble. Maintenant, c'est peut-être la campagne qui fait qu'elle fait sa sortie toute seule. Une petite pique là. Non, mais si on travaille ensemble, donc j'aurais souhaité qu'elle réunisse les communes et qu'on puisse décider ensemble de faire cette action. Je pense qu'on est toujours plus fort ensemble, surtout quand c'est l'intérêt de tous les Bruxellois, tous les partis confondus, toutes les communes confondues. Donc on aurait été plus forts tous ensemble, mais on va évidemment se joindre à cette dynamique. Alors, à la une de la Libre ce matin, le risque de fake news russe lors des prochaines élections. Alors, on y lit, la sûreté de l'État va briefer les hommes politiques belges, leurs partis et d'autres cibles potentielles sur les risques d'ingérence russe lors des prochaines élections, y compris les élections communales. Alors, votre réaction à ça? D'abord, je serais très flatté que les Russes s'intéressent à Schaerbeek. Ce serait quand même qu'on serait le centre du monde. Donc, je ne crois pas que les Russes vont venir à Schaerbeek. Mais la vraie question qui se pose, c'est les fake news. C'est le fait que, à raison de la diffusion de l'information maintenant, on relaie un post sur Facebook, ou une information qu'on ne vérifie pas, on la relaie, ça peut tourner à une information qui tourne de manière virale et qui influence les gens dans leur vote. Donc, je dis à tout le monde, soyez attentifs. Vérifiez un peu l'information, posez-vous les bonnes questions, parce que le rôle de ces fake news, souvent, c'est de nous faire peur. Et la peur est mauvaise conseillère, surtout quand il faut aller voter. Faire peur, ça fait voter extrême gauche ou extrême droite. Et tout le monde pourrait commettre des fake news. Même M. Franken vient encore ce week-end de faire un faux message disant qu'il y avait plein de Nigérians dans le fameux bateau Aquarius au milieu de la Méditerranée. Totalement faux. Même lui n'avait pas vérifié l'information qu'il reliait. Ici, la crainte, c'est d'une manipulation de l'opinion publique pour affaiblir le camp occidental, diviser la société sur des sujets comme l'immigration. Tout à fait. C'est un sujet très sensible. C'est un sujet dont on parle énormément dans la presse, qui a un impact évidemment sur la vie de tous les jours, mais qui n'a pas un impact aussi grand dans la vie de tous les jours que la place qu'il prend dans les médias. Je vais vous prendre un exemple très clair. À Schaerbeek, nous avions eu une crise de migrants, et un ensemble de migrants à la gare du Nord. C'est évidemment très impactant pour la gare du Nord, pour les gens qui travaillent ou qui la traversent. Mais ce n'est pas le grand sujet pour Schaerbeek. La plupart des Schaerbeekois, au parc Josaph Fabre, du Plaski, dans d'autres quartiers de la commune, n'étaient pas gênés par cette situation. Donc il faut savoir raison garder, savoir quelles sont les priorités, quels sont les vrais enjeux, les vrais problèmes. Et dans la rue, les gens me parlaient plus de stationnement, de mobilité ou de propreté publique que de la question des migrants. Alors, le scrutin communal, il approche. Schaerbeek, le conseil communal, a voté une motion cette semaine qui demande finalement aux candidats d'adopter des comportements éthiques et respectueux par rapport aux autres candidats. Ça ne va pas de soi, ça ? À Schaerbeek, par le passé, on a une dérive de candidats qui mettent leurs affiches un peu partout, en excès, qui salissent la ville, qui collent sur les façades, qui collent dans les devantures de commerce, qui collent sur les poteaux, les équipements publics. Or, on fait des efforts toute l'année, tout le temps, on met beaucoup d'argent pour que Schaerbeek soit propre. Et les candidats, dans leur programme, ils marquent qu'il faut plus de propreté, et ils font l'inverse pour mettre leurs bobines partout, et leurs affiches dans tous les coins. Ça n'a pas de sens. Il faut être cohérent, et il faut essayer de défendre ses idées. Une commune qui est propre, une commune qui est respectueuse, on peut le défendre autrement qu'en collant ses affiches partout. Donc on demande à tous les candidats de respecter les citoyens et de respecter le territoire communal. Alors, un élément de cette motion, c'est de dire que les commerçants ont le droit de refuser de mettre des affiches dans les devantures. Il y a eu des pressions par le passé? Bien sûr, par le passé, il y a des pressions. Il y a des commerçants dont la devanture intégrale est recouverte d'affiches. Alors que le rôle d'une vitrine, c'est quand même de montrer le produit et d'inciter les gens à rentrer dans le commerce. Il y a des commerçants qui n'osent pas. Alors ils disent oui à l'un, et puis à l'autre, au troisième, et puis après il y a 15 affiches et on ne voit plus rien. Et comment on va faire maintenant pour leur permettre d'oser? Eh bien, donc, on a rappelé au conseil communal. Et deuxièmement, on va, avec le service classe moyenne, remettre une affichette à tous les commerçants qui pourront décider de mettre une affichette en disant « S'il vous plaît, respectez ma vitrine, que la campagne se déroule ailleurs, dans les tracts, dans les réunions de candidats, mais pas sur les vitrines des commerçants. » Alors il y a unanimité, sauf de vote contre. Alors c'était beaucoup discuté par deux candidats à la liste socialiste qui par le passé avaient déjà beaucoup affiché, alors que le chef de file socialiste était prêt à s'inscrire dans cette motion, donc tout le monde l'a voté. J'espère qu'il pourra mettre de l'ordre dans sa liste et que tout le monde, tous les candidats pourront faire une campagne propre.
Alors, des dossiers où il n'y a pas toujours unanimité, ça se voit un peu partout. On passe au Parlement régional cette fois-ci, où on a voté, on essayé de voter le décumul, ça a été rejeté. Vous, vous étiez abstenu, alors que votre parti, finalement, il plaide pour ce décumul. Il dit qu'il l'appliquera même si ça ne passe pas au niveau régional. Alors pourquoi ? Ce n'est pas la question du décumul qui est en cause. On pense qu'il faut décumuler, évidemment, chez des filles. Mais il ne faut pas faire croire que c'est la seule réponse à tous les problèmes de malgouvernance à Bruxelles, et il y en a d'autres. Je pense d'abord qu'on a raté l'occasion de réfléchir au statut des élus locaux, des bourgmestres et des échevins. Les parlementaires bruxellois qui votent le décumul ont un statut qui est bien supérieur à celui des bourgmestres et des échevins qui font les services de tous les jours. La propreté publique, les services locaux dans les quartiers. Il y a des bourgmestres qui sont bien plus mal payés que des députés régionaux alors qu'ils sont appelables la nuit pour gérer les incendies, les urgences, de l'insécurité. Il faudrait revoir le statut de certains bourgmestres. Ce n'est pas mon cas parce que j'ai une situation dans une commune importante, mais c'est le cas des communes les plus petites. Et deuxièmement, il ne faut pas couper le lien entre les communes et la région. Et si demain il n'y a plus de mandataires locaux au Parlement bruxellois, parce qu'il n'y a plus de cumul, il faut recréer un autre lien entre la région et les communes parce qu'il faut qu'on travaille ensemble pour réussir Bruxelles. Et donc il faut retrouver une forme de dialogue pour que les communes et la région s'inscrivent dans la même dynamique et marchent du même pas. Au sein des partis, il y a quand même des contacts entre les élus locaux et les élus régionaux. Il y a un relais qui peut se faire comme ça. Mais tout ne passe pas au sein des partis. Il ne faut pas faire de la particratie. Ça peut être des fonctionnements entre ce qui se passe au niveau communal et les services de la région. Ça ne doit pas passer par les partis qui doivent mettre un voile ou faire un transfert automatique de toute l'information. Ouais. Et ben, un élu régional aussi, il est impliqué dans une vie locale. Il peut aussi relayer les informations sans être... Oui, mais le lien était direct entre ceux qui sont à l'exécutif dans les communes et ceux qui étaient au Parlement, alors que ce que vous suggérez, c'est des formes de liens indirects, imprécis, flous, qui ne fonctionneront pas toujours. Donc je pense qu'il faut créer un endroit où on peut créer plus de cohérence entre les politiques régionales et les politiques communales. Déjà maintenant, on se plaint d'une relative incohérence à certains endroits et on va couper un des rares liens qui existaient. Donc il faut réinventer un mécanisme pour qu'il y ait ce dialogue entre communes et régions. Et vous vous sentez entendu sur ça ? En tout cas, je l'ai dit ouvertement à la politique du Parlement, à la tribune du Parlement. C'est pour ça que je me suis abstenu et j'espère que ce sera entendu par toute la classe politique. J'ai vu beaucoup dans le Parlement, lorsque je parlais, qui étaient d'accord avec ce que je disais, alors qu'ils étaient un peu amenés par leur parti à voter oui. Vous avez l'impression d'avoir dit tout haut ce que les autres pensent tout bas? Je pense que j'ai dit tout haut ce que beaucoup de gens disaient tout bas, et certains vont dire les couloirs après. Tu as raison, et sur le statut des mandataires locaux, et sur le lien entre communes et régions. Mais on a fait du décumul l'espèce de symbole de tous les problèmes de malgouvernance à Bruxelles. Alors que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'à Bruxelles, on a beaucoup d'institutions dans tous les sens, on doit parfois un peu rationaliser. Alors qu'à Bruxelles, on n'a pas toujours une logique du résultat. Quand on annonce des politiques, on s'occupe beaucoup de ce qu'on annonce, de ce qu'on promet. Et en fait, 1 an après ou 2 ans après, tiens, quels sont les résultats? Est-ce qu'on peut regarder les résultats? Est-ce qu'on est transparent sur l'argent qu'on a dépensé ou l'énergie qu'on a mis dans tel projet? On doit avoir plus cette politique-là et faire travailler, mieux se coordonner toutes les institutions en région bruxelloise. Bon, voilà. Il n'empêche qu'après les prochains scrutins, qu'est-ce que vous allez privilégier, votre commune ou la région? J'ai dit, moi je suis candidat aux élections communales pour repartir pour 6 années, enfin je l'espère, si l'électeur me soutient, 6 années de mandat à la tête de ma commune. Alors un dossier important, c'est celui de la prostitution. On en a beaucoup reparlé suite au meurtre d'une jeune femme rue de Linné. Alors ça, c'est une rue qui est vraiment à cheval sur Schaerbeek et Saint-Josse. Et on sent plus que jamais la tension entre la vision de Schaerbeek et celle de Saint-Josse sur ce dossier-là. Qu'est-ce que vous reprochez à Emir Kir? Je n'ai pas de reproche par rapport à Emir Kir. Je pense que moi, je suis bourgmestre depuis déjà 18 ans, je connais ce dossier depuis un certain temps. J'ai connu beaucoup de bourgmestres avant moi, à Schaerbeek, ou de bourgmestres de la ville de Bruxelles, qui à la veille des élections, elles faisaient des grands effets d'annonce pour dire on va éradiquer la prostitution, on va la chasser, elle va disparaître, vos quartiers vont être nettoyés de cette situation. Je pense que ça fait des années qu'on fait cette promesse et des années qu'on n'y parvient pas. Parce que quand on fait ce travail-là, on renvoie la prostitution dans la clandestinité, elle est encore plus difficile à contrôler, elle est plus insécure pour les personnes qui s'y adonnent, elle est plus violente pour tout le monde et les quartiers subissent quand même les conséquences de celle-ci. Et donc moi j'ai adopté une stratégie politique il y a une dizaine d'années en pleine collaboration avec la commune de Saint-Josse, avec le parquet, avec la police fédérale, la police locale, qui est une politique de réglementation n'est pas le mot, mais de tolérance avec des contrôles pour savoir exactement où elle se situe afin qu'on puisse mieux la contrôler. Et cette politique fonctionne.
parce que dans la rue d'Arscott, par exemple, on a beaucoup moins de problèmes que par le passé parce qu'on contrôle très clairement la prostitution. Ouais. On a une difficulté. Maintenant, ça a évolué du côté de Saint-Josse, une volonté de fermer toute une série de carrés d'ici le 1er janvier. Comment est-ce que dans une zone de police où on est ensemble, on peut fonctionner avec deux visions si différentes? C'est la difficulté qu'a la police, mais soyons clairs que sur la présence policière dans le quartier, nous avons la même exigence. Et j'ai demandé qu'à la quartier nord, en raison des troubles qu'on vient de connaître, il y ait une présence de police renforcée pour assurer plus de sécurité dans le quartier. Mais les problèmes de ce quartier-là ne viennent pas uniquement de l'enjeu de la prostitution. En tout cas, il faut pas fermer à mon sens, il ne faut pas fermer les carrés et la renvoyer dans la clandestinité, dans les caves, dans les arrière-salles de café. Ça va être encore plus difficile à contrôler si c'est le cas. Et ça va être plus des conséquences, ou sur le trottoir, des conséquences difficiles pour le quartier. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait plus de travail sur ce qu'on appelle la traite des êtres humains. Il y a dans ce quartier-là un réseau de femmes africaines. Un réseau a été démantelé il y a 1 an, il y a un procès qui vient d'avoir lieu, mais il y a d'autres réseaux qui prennent la place. Il faut lutter contre le réseau de traite des femmes africaines. Donc là, vous êtes d'accord avec bien sûr, nous sommes d'accord. Évidemment, nous sommes d'accord. Mais il faut lutter contre toutes les formes de traite des êtres humains. Mais toute la prostitution n'est pas ce cadre-là. Il y a aussi de la prostitution, entre guillemets, volontaire, qui n'est pas illégale. Et celle-là, il faut, entre guillemets, il vaut mieux la surveiller et la contrôler que de la renvoyer dans la clandestinité. Alors, cette semaine, il y a un migrant qui est décédé après s'être caché sous un bus sur les cieux. Vous plaidez pour une gare routière fermée et sécurisée. Est-ce que vous avez une réponse du côté de la région concernant cette demande? Bruxelles est la seule grande ville d'Europe où ces lignes de bus internationales n'ont pas un endroit sécurisé et confortable pour accueillir leurs clients, permettre à leurs chauffeurs de se reposer, que les bagages puissent être en sécurité, etc. C'est quand même dramatique. Et c'est pour ça que nous avons les problèmes que nous connaissons, à savoir des vols de bagages, des bagarres, des difficultés avec les chauffeurs et les bus qui se garent un peu n'importe où. Et c'est pour ça que nous avons des migrants qui se mettent sur les bus. C'est déjà le deuxième. Il y en a un qui est décédé au mois de juillet. C'est le deuxième maintenant. Et la police, qui est très présente à la gare du Nord, ne sait pas tout sécuriser, tout surveiller. Donc il faut une gare fermée. La région et M. Smet reconnaît sa responsabilité, a fait une étude sur des pistes, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune décision. Alors qu'il y a une solution relativement simple. C'est qu'au niveau -1 de la gare du Nord, un bâtiment qui appartient à la région, il est actuellement loué à Delaine, les bus flamands, qui en journée utilisent les quais pour le chargement-déchargement de leurs lignes qui se terminent à la gare du Nord, et les bus internationaux travaillent principalement tôt le matin et tard le soir. Et on pourrait partager cet espace entre Delaine et les lignes internationales, le sécuriser, prévoir des toilettes, prévoir des bancs pour s'asseoir et un endroit où on peut sécuriser les bagages, etc. Alors brièvement, Schaerbeek lance un plan de sécurité de tolérance zéro par rapport à la violence routière dans sa commune. On en a parlé dans le journal cette semaine. On ne peut pas détailler tous les plans ici, tous les points parce qu'on n'a plus le temps. Mais quel est l'objectif en finale de ce plan? Mais la vision, c'est s'inscrire dans une vision zéro. Zéro accident mortel, zéro accident avec blessés graves. À quel horizon? On ne peut pas le garantir, parce qu'il y a parfois des erreurs qui sont dues aux conducteurs eux-mêmes. Mais notre volonté, c'est de sécuriser le territoire, sécuriser les carrefours, prévoir une zone 30 sur tout le territoire communal, augmenter les contrôles de police et essayer d'apaiser la violence routière, parce que beaucoup trop de gens se plaignent de cet excès de violence routière dans les rues. Ça ne veut pas dire empêcher les gens de se déplacer. On va se déplacer à travers Schaerbeek, mais de manière plus apaisée, plus respectueuse des autres modes de déplacement, des piétons, des vélos. Les mesures entrent en vigueur quand? La zone 30 entre en vigueur dès le 1er septembre. Les contrôles de police ont augmenté déjà depuis 30% depuis le début de l'année. Et depuis que les contrôles de police ont augmenté de 30%, on a 15% d'accidents en moins. C'est la preuve que ça marche et on va continuer. Eh bien, on verra bien ce que ça donnera. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous souhaite une bonne fête de la cerise ce dimanche dans le parc de Schaerbeek. Merci, j'invite tout le monde à venir dimanche faire la fête au parc. Voilà, et en attendant, samedi, vous pouvez voir les experts dont les deux invités seront Françoise Dupuis et Sophie Roni. Bon week-end à tous.